Donc, dans la vidéo précédente, nous sommes tombés sur trois énormes problèmes de la physique classique. Interdiction de vibrer suivant certaines directions, interdiction d'émettre certaines fréquences lorsqu'on monte trop la fréquence, interdiction d'avoir des charges positives qui sont séparées des charges négatives. Ces deux doivent toujours se combiner pour donner un objet de charge nulle. Le problème, il est simple, c'est qu'on observe effectivement qu'il y a des interdictions de vibration, des interdictions de fréquence, et que les atomes, qui ne devraient pas exister, existent. Donc, une physique classique qui est en échec sur tous les points, et qu'il va falloir abandonner. Alors, pour l'abandonner, là, je vais arrêter de prendre... Là, on a suivi un petit peu l'historique, hein, comment on en est arrivé à ça. Là, je vais directement aller à la solution qu'on a trouvée, parce que c'est plus pédagogique que de tout vous amener, vous distiller petit à petit, parce qu'il y a une solution qui a été trouvée. Alors, elle n'a pas été trouvée en 1900, elle a été trouvée entre les années 40 et 50, mais au moins, on va la poser, on va voir l'origine du problème, en fait, et une fois qu'on a l'origine du problème, ben, on pourra réintroduire les solutions qui ont été proposées historiquement. Mais c'est toujours plus simple d'avoir la solution avant d'avoir que de vous présenter le cheminement. Alors, le problème qu'on a, c'est donc d'essayer de résumer la physique classique qui est en échec complet de manière la plus simple possible. Ça veut dire quoi en physique, la manière la plus simple? C'est-à-dire une phrase. La physique quantique classique en une phrase. On ne va pas parler de Newton, on ne va pas parler de Maxwell, de thermodynamique, tout ça c'est des trucs compliqués, mais une phrase qui va définir parfaitement la physique classique. Cette phrase la voilà: il existe des variables d'état. Une fois que vous dites ça, qu'il existe des variables d'état, c'est-à-dire que dans tous les phénomènes naturels, je peux toujours choisir des variables qui vont me permettre de calculer tout ce que je veux. Ça s'appelle une variable d'état. Eh bien, automatiquement, on peut démontrer, c'est une mathématicienne, elle s'appelle Paulette Février, avec son mari Jean-Louis Détouche, qui sont des élèves de Louis de Broglie. Ils ont montré que, à partir du moment où il existait une variable d'état, automatiquement, on était dans une situation de déterminisme. C'est-à-dire que toute cause avait un effet et que tout effet devait avoir une cause. Voilà. En plus, on devait utiliser des nombres réels pour décrire la réalité. Donc les nombres réels, je vais y revenir dans un instant. Et surtout, la logique mathématique qui découlait de ce postulat, c'est la logique qu'on appelle booléenne. C'est-à-dire c'est une logique binaire. J'ai une chose ou son contraire. Je ne peux pas avoir deux choses en même temps qui sont la chose et son contraire. On a la notion de contraire qui est exclusif d'une chose donnée. Alors, là, si vous posez le problème comme ça, la solution est évidente. Comme tout est lié à ce postulat, c'est que ce postulat est faux. Il n'existe pas de variable d'état. C'est-à-dire qu'il y a forcément dans la nature ce qu'on appelle des paires de variables qui sont mutuellement incompatibles. Parce que si ce n'était pas le cas, on retomberait dans ce cas-là. Et là, à ce moment-là, on retombe tous les problèmes qu'on a ici. Si on veut éviter ces problèmes, il faut enlever ce postulat de l'existence d'une variable d'état, auquel cas, il y a des variables qui sont mutuellement exclusives l'une de l'autre, et surtout, ça c'est la très grande conséquence, c'est qu'il va falloir utiliser non pas des nombres réels, mais des nombres complexes. Ça va être une conséquence de la non-existence d'une variable d'état, avec là aussi un changement de logique. Au lieu de travailler avec une algèbre de Boole, on va travailler avec une algèbre de Heyting. Alors, les algèbres de Boole sont en général bien connues, parce qu'elles sont déterministes. Les algèbres de Heyting sont beaucoup moins connues des physiciens, mais pourtant les mathématiciens les ont identifiées, hein, ça existe. Les algèbres de Heyting, ce sont les algèbres où vous avez en fait non pas deux choix, mais plusieurs choix possibles. Alors pour vous expliquer ce que c'est qu'une algèbre de Heyting, je vais vous prendre l'exemple du référendum. Vous savez que quand vous avez fait un référendum, un homme politique veut vous entuber, mais
faire passer une loi, qu'est-ce qu'il fait? Mais, je vais faire un référendum. Et vous avez un énorme problème. C'est que par le référendum, vous devez répondre oui ou non. Vous êtes dans une algèbre debout. Si vous répondez oui, c'est que vous n'avez pas répondu non. Si vous avez répondu non, c'est que vous n'avez pas répondu oui. Et si vous dites, je ne sais pas, ou alors que vous dites la question est mal posée, vous n'avez pas le droit. Parce qu'à ce moment-là, votre vote est compté comme un bulletin nul. Donc on vous met dans une algèbre de boules déterministe pour que la réponse soit non ambiguë, c'est oui ou c'est non. Si c'est oui, on vote la loi, si c'est non, la loi n'est pas votée. Mais en général, vous avez compris toute l'astuce, c'est qu'on pose la question de manière à ce que le oui sorte. Puisque tout est dans la question et qu'on n'a pas le droit à d'autres choix que oui ou non. Si vous étiez sur une algèbre de Heyting, qui est l'algèbre de la vie, et non pas l'algèbre de la vie politique, on vous aurait dit, oui, vous avez oui, non, et vous pouvez dire refus de choix. Refus de choix, c'est une troisième valeur que vous autorisez, qui veut dire ni oui, ni non. Je ne sais pas. La question est mal posée. Voilà, donc ça c'est l'algèbre de Heyting, c'est que vous avez 3 valeurs, puis vous pouvez en avoir 4, 5, 6, 7. Plus vous avez de valeurs, évidemment, plus l'algèbre de Heyting est complexe. Mais ça démarre, c'est-à-dire qu'on se refuse à juste ces choix binaires. Et la conséquence, donc, comme l'a montré le théorème de Février des touches, c'est qu'il va falloir travailler avec des nombres complexes. Alors c'est là où, évidemment, ça rend la physique quantique un petit peu compliquée. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est habitué aux nombres réels. Quand je prends mon espace tridimensionnel, je vous ai dit, il y a la position suivant x, il y a la position suivant y, il y a la position suivant z. Et puis après, j'ai la vitesse suivant x, j'ai la vitesse suivant y, j'ai la vitesse suivant z. Mais quand je veux aller suivant x, je peux me placer où je veux. Il n'y a pas de points qui sont interdits. Quand je veux avoir une vitesse qui augmente, je peux prendre n'importe quelle valeur. Et pas simplement des valeurs entières comme en musique, par exemple. En musique, on sait qu'il faut prendre des entiers parce que ça donne des accords consonants à l'oreille. Non, là, en physique, en réel, vous pouvez prendre n'importe quelle valeur qui vous passe par la tête. Il n'y a aucune interdiction, tout est permis. Alors, voilà. Donc, comment on la représente, c'est ce qu'on appelle la droite des réels. C'est-à-dire que vous pouvez partir dans une direction et que vous voyez, vous avez bien sûr les entiers, mais vous avez aussi des nombres comme racine de 2, pi, qui ont un nombre infini décimal qu'on ne peut jamais écrire. En fait. Ils appartiennent à ce qu'on appelle l'ensemble des nombres réels. Et ça, c'est donc l'algèbre que vous utilisez quand vous faites de la physique classique. Comme nous l'apprend le théorème de Février des touches, quand on fait de la physique quantique, on ne peut plus utiliser des nombres réels, on doit utiliser ce qu'on appelle des nombres complexes. Alors, c'est pas très compliqué à comprendre, parce que complexe ne veut pas dire compliqué. Complexe veut dire composé, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un chiffre, vous allez en avoir 2. Au lieu d'avoir x tout seul, vous aurez x et y, ce qu'on appelle une partie réelle, une partie imaginaire. Pourquoi? Parce que on va multiplier le deuxième chiffre par un nombre un peu bizarre. C'est un nombre qui a la caractéristique, lorsque vous l'élevez au carré, de donner -1. Or ça, avec un réel, vous ne pouvez pas le faire. Faire -1 avec un carré, c'est impossible. C'est pour ça qu'on les a appelés imaginaires. On pensait que c'était des astuces mathématiques de calcul. Et I, c'est la première lettre du mot imaginaire. Ah non, ça n'existe pas. Hein. C'est juste une astuce mathématique pour résoudre certains problèmes, certaines équations algébriques. Alors en fait, ce n'est pas du tout une astuce mathématique, c'est une réalité physique, le nombre complexe. Simplement, c'est une réalité physique inobservable. Parce qu'on sait très bien, quand on a un nombre complexe comme ça, qu'on peut revenir à un nombre réel en prenant ce qu'on appelle le complexe conjugué. Donc la donnée d'un complexe n'exclut pas les réels. On prend le complexe conjugué, on change le signe devant petit i, et à ce moment-là, on récupère un nombre réel. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut faire un carré. Il faut multiplier un phénomène par lui-même, et ce n'est que quand vous faites cette multiplication, cette conjugaison, que vous passez d'un état virtuel, non observable, à quelque chose qui est réel, une mesure observable. Voilà, alors, en fait, je vais vous montrer qu'il n'y a rien d'imaginaire dans petit i,
Parce qu'en fait, on peut montrer qu'un nombre complexe est un nombre qui est associé non pas à une translation, comme le nombre réel, mais à une rotation dans le plan. Regardez ce qui se passe. Je vais dire que petit i, c'est une rotation de 90 degrés. Vous voyez mon t-shirt, vous avez l'habitude de le voir. Je vais me tourner de 90 degrés dans une direction. Là, j'ai fait ce qu'on appelle petit i. Rotation, et je dois bien être dans un plan. Je ne peux plus être dans une droite. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la même 2 fois cette rotation. Qu'est-ce que vous constatez? Eh bien, que je suis toujours moi, mais j'ai changé d'orientation. C'est-à-dire que je suis dans la direction qui est opposée à celle que j'étais, donc je suis bien moins 1. Et si je refais encore une fois i, je suis comme ça, puis encore une fois i, 4 fois i, je vais faire moins 1 par moins 1, plus 1, je reviens dans mon état. Donc, quand vous écrivez comme ça, petit i, vous dites simplement, je fais une rotation de 90 degrés dans le sens direct ou indirect, peu importe. Et ça, vous verrez, on vous mettra une vidéo qui vous montre qu'on peut aussi faire tourner simplement une flèche à vitesse constante. Et si vous projetez cette flèche suivant 2 axes perpendiculaires, qu'est-ce que vous observez? Une vibration. Et c'est pour ça que les nombres complexes sont les nombres de la physique quantique, parce qu'ils permettent d'encoder, non, bien sûr, une rotation, mais aussi, lorsque cette rotation se fait à une certaine fréquence, on va coder une onde. C'est-à-dire qu'on va avoir une physique d'onde et non pas une physique de matière. Alors juste pour terminer, parce qu'il n'y a pas que les nombres complexes, il y a aussi ce qu'on appelle les quaternions. Les quaternions, ce sont des rotations non pas à 2 dimensions, mais à 3 dimensions. Et là, vous avez besoin de 4 nombres. Et avec ça, vous pouvez coder donc l'électromagnétisme, par exemple. Ça s'exprime en quaternions. Après, il y a les octonions. Vous utilisez non pas 4 nombres, mais 8 nombres. Et là, vous pouvez coder, par exemple, l'équation de Dirac de la physique quantique relativiste. C'est-à-dire que chaque fois, là, vous êtes passé d'un espace non pas à 3 dimensions, mais à 4 dimensions. 3 dimensions d'espace, 1 dimension de temps, ce qui vous donne la nécessité des octonions. Donc vous voyez que suivant la complexité de la physique, on va simplement changer les objets, les nombres sur lesquels on travaille. En physique quantique, ce qu'on appelle de première quantification, on travaille avec des nombres complexes, des rotations dans le plan, c'est-à-dire des ondes. Voilà, donc ça permet un petit peu de clarifier cette physique quantique. Elle s'intéresse donc, elle met en jeu des nombres complexes et une algèbre qui n'est pas une algèbre de boucle.